Salut à tous, nous sommes au dernier étage, donc vous le savez, de l'Arche de la Défense. Nous nous retrouvons dans cet endroit magnifique depuis maintenant plusieurs semaines pour un nouveau numéro de 300 millions de critiques dont vous allez découvrir le sommaire dans un instant. Mais nous allons démarrer cette émission avec Clémence Guérand. Ma chère Clémence, bonjour, Bonjour. Bienvenue. Vous êtes musicienne, vous êtes pianiste, vous faites du piano depuis que vous êtes toute petite. Vous avez suivi tous les cursus possibles et imaginables à Marseille, à Paris, à l'École nationale de musique. Et vous êtes à l'origine d'un projet dont on parle beaucoup, qui consiste à faire accéder de plus en plus de femmes à un métier qui a la réputation, à tort ou à raison, d'être d'abord et avant tout un métier d'homme. Il s'agit du métier de chef d'orchestre. Alors, quel est l'exact dispositif de votre initiative? C'est de réaliser d'abord une tournée, donc comme le thème l'indique, un continent, une ville, une femme, qui va permettre de mettre les femmes en lumière, des jeunes talents chefs d'orchestre, dans chacun des continents et dans chacune des villes qui sera sélectionnée pour ce concours. Ça veut durer combien de temps? Jusqu'à... Un an. Un an. Une tournée d'un an. D'accord. Voilà. Est-ce que ce concept, cette organisation, ce concours, est-ce qu'il a un nom aujourd'hui, Clémence Guérand? Alors, il porte le nom de Maouma, que j'ai inventé, et qui veut dire musique et femme chef d'orchestre. Donc, le M de musique, le A de hand, et le W de woman, et Ma de maestra. Voilà, c'est un petit jeu de mots. Quand vous avez commencé votre carrière à vous, est-ce qu'il y avait des filles de votre génération qui voulaient devenir chef d'orchestre? Eh bien non, justement, on n'y pensait même pas. Et d'ailleurs, on n'aurait pas pu y penser parce que ce que je dis très souvent, c'est justement l'absence de modèle dans le métier de chef d'orchestre. Moi, en tant que pianiste, je pouvais tout à fait m'imaginer devenir pianiste parce qu'il y avait des pianistes femmes, mais dans le métier de chef d'orchestre... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on connaît Martha Argerich, on connaît des grandes solistes qui existent. Il y a eu dans le passé des professeurs de piano, Marguerite Long, des professeurs de harpe, Lily Laskin. Chef d'orchestre, c'est le désert. C'est pas tout à fait le désert, mais presque. Ça commence à évoluer. Il y a environ, pour les chiffres, 20 femmes dans le monde sur 600 hommes qui exercent réellement le métier à des postes importants de chef d'orchestre. Voilà. Et alors, comment va-t-on pratiquer ce concours itinérant dans le monde entier pour qu'émergent des talents qui puissent arriver à la tête du Cleveland, du Philharmonique de Berlin, de Vienne, etc. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. Alors justement, c'est une articulation assez simple. Réaliser une tournée donc d'un an sur les 6 continents, puisque j'ai choisi un continent, une ville, une femme. Et sur ces 6 continents, nous allons retenir... Donc on va partir déjà avec 18 candidates présélectionnées. On lance bientôt l'appel à la candidature. Et sur ces 6 continents, une candidate sur 3 sera retenue pour participer à la finale qui aura lieu donc un an à la fin de la tournée, où seront présentés les 6 finalistes en compétition. Et à l'issue de cette dernière étape, une seule sera retenue et nominée pour remporter le prix. Est-ce que vous êtes aidé sur les différentes étapes par les grands orchestres locaux? Oui, on est en partenariat avec des orchestres, d'abord avec des villes. On a lancé un appel à candidature dans chacun des continents visés. Et puis, on attend actuellement le retour des villes pour pouvoir nous rapprocher de l'orchestre afférent. Et évidemment, nous sommes en contact déjà avec certains orchestres qui sont d'ailleurs très enthousiastes à l'idée de nous accueillir. Et donc d'accueillir ces fameuses femmes chefs d'orchestre. Absolument, qui sont d'ailleurs de jeunes talents. Ce n'est pas des femmes qui exercent déjà réellement, qui ont déjà une carrière justement, puisque le but c'est réellement de les amener vers une carrière et de les propulser. Vous connaissez bien les grands orchestres. Vous les écoutez, vous allez les voir dans les salles de concert, il vous arrive de travailler avec eux. Souvent, on a vu, par exemple, dans Prova d'Orchestra de Fellini, que les orchestres à diriger, pardonnez-moi l'expression, mais c'est pas de la tarte. Ils sont hommes ou femmes, ils peuvent être avec une personnalité terrifiante. Oui. Et donc terrifier les chefs d'orchestre. Oui, alors c'est cette question justement de volonté qui émerge parfois dans l'idée qu'il peut y avoir comme argument, en tout cas, le fait de dire que les femmes chefs d'orchestre ne voudraient pas justement être des chefs d'orchestre
justement effrayés par cette notion physique qu'incarne un peu le mythe du modèle des grands chefs de Toscanini, de Herbert von Karajan et d'autres. Et donc cette notion physique un peu dure qui pourrait faire peur aux femmes, mais c'est pas le cas du tout. Les femmes n'ont pas peur, elles ont la volonté d'exercer ce métier. Et ce qui est à noter tout de même, c'est qu'en dehors de l'absence de modèle qui est une réalité, les femmes en tout cas sont souvent obligées de monter, et ça il faut quand même le dire, souvent obligées de monter leur propre orchestre pour pouvoir être entendues et exister, ce qui n'est pas le cas chez les hommes. Voilà. On n'est pas, le but n'est pas de faire un combat contre les hommes, au contraire. Non, mais c'est très important. J'ai choisi un jury volontairement masculin, justement, puisque c'est vraiment pour fédérer et apporter un équilibre entre ces deux sexes, si je peux dire. Voilà, et c'est tout. C'est important. Que tout d'un coup, ça ne devienne pas l'apanage simplement. Absolument. Et je crois que c'est d'ailleurs le seul milieu aujourd'hui, puisque on a un certain équilibre aujourd'hui dans le milieu de l'entreprise, puisqu'il y a des mouvements d'influence qui se créent et qui permettent justement de rééquilibrer cette parité, si on peut le dire. Mais dans le milieu de la musique classique, en tout cas sur ce sujet-là, de la direction d'orchestre en particulier, il n'y a pas eu jusqu'ici de réel mouvement d'influence pour permettre justement de ramener cet équilibre de manière... je dirais, équitable. Enfin, oui. Oui, alors que ça se passe dans l'opéra, par exemple, vous avez d'un côté Jonas Kaufmann, de l'autre côté Cecilia Bartoli. Bien ils sont sûr. considérés par les publics du monde entier comme Bien équivalents. sûr. Vous avez les grands pianistes russes, mais vous avez Martha Argerich. Absolument. Et donc on considère que c'est équivalent. Quand vous étiez petite, Quand j'étais petite, pourquoi vous avez voulu être pianiste ? C'était il n'y a pas longtemps. Pourquoi j'ai voulu être pianiste ? En fait, je pense que je n'ai pas choisi. Mon grand-père était pianiste lui-même et j'avais 3 ans et je mettais les partitions à l'envers sur le piano et je passais ma vie au piano naturellement. Donc, je ne sais pas si j'ai voulu. C'était en tout cas une sorte de magnétisme naturel, voilà. Vous êtes pianiste, bravo. En tout cas, ça s'appelle, ce mouvement et cette tournée, Ma-Wo-Ma, M-A-W-O-M-A, et nous le suivrons bien évidemment dans 300 millions de critiques. Cette initiative ô combien nécessaire. Je vous parlais d'un sommaire. Ce sommaire, le voici. Vous allez retrouver nos camarades que vous aimez beaucoup. Le groupe suisse Alios est nommé dans la catégorie Album Révélation de l'année aux Victoires de la musique qui seront décernées le 9 février prochain en France. Nous allons parler aujourd'hui de ce phénomène de la pop helvète. L'auteur de BD Marguerite Aboué a eu un immense succès avec la série Aya de Yopougon. La voilà de retour dans les librairies avec Commissaire Kwame. Nouveau succès en vue, nous en discuterons. Nous allons aussi parler d'un film primé à la Mostra de Venise, Jusqu'à la garde, que toute l'équipe a vu pour vous. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est maintenant. L'actualité qui nous fait rêver, l'actualité francophone de la culture. Mathieu Dugal vient du Canada, Radio-Canada. Mon cher Mathieu, bienvenue. Bonjour. Laura Tenouji, eh bien, elle vient tout simplement de France Télévisions, c'est beaucoup plus près. Mais nous sommes ravis de vous accueillir pour parler du web et de culture, ma chère Laura. Je vous embrasse à distance. Michel Serruti a pris la route pour venir de Suisse, Radio-Télévision Suisse. Ou peut-être a-t-il pris le TGV. Estelle Martin a pris un taxi pour venir, TV5 Monde. Elle a pris son scooter, c'est très dangereux, il pleut des cordes. En ce moment, donc en France, Yves Bigot dirige TV5 Monde, donc il est chez lui partout. Quant à notre camarade Pascal Bourgault de la RTBF, elle vit soi-disant en Belgique, mais cette vie privée est une vie que nous ne chercherons pas à décrypter. Premier sujet. Le groupe suisse Alios est nommé dans la catégorie Album Révélation de l'année aux Victoires de la musique qui seront décernées le 9 février prochain en France. Nous allons parler de ce phénomène de la pop helvète qui est à la limite du folk et des équivalents qui existent dans nos différents pays, juste après un extrait de leur album. Tes yeux verts, tes visages, ton sourire est un peu con. je crois qu'on vit le même orage. Je dis pas non. Tant pis pour notre entourage. Jusqu'au bout ils danseront. Alors vivons notre naufrage. À fond, oh à fond, me passer de toi. Oh, je sais, et tu m'as passé la bonne à toi. Oh, je fais semblant d'être encore un peu à toi. Oh, qui sait, c'est qu'on fait de
tu m'as passé la main dans le doigt. Oh, je fais semblant d'être encore un peu à toi. Oh, tu sais, c'est confinement. Oh, j'ai pourtant le choix. J'avais pourtant le choix. Voilà, Michel Serrouti se redresse car il est le Suisse de service. L'expression est épouvantable. Racontez-nous Alios, groupe pop folk. Alors, Alios, c'est un duo, Xavier Michel et Élisée Oswald, qui se connaissent depuis pas mal de temps. Depuis 2004, ils se sont rencontrés dans le cadre d'un atelier d'écriture. Et puis là, les projecteurs s'allument un peu plus sur eux à l'occasion de ce troisième album. On a l'impression que c'est le premier, mais en réalité, c'est leur troisième album. Mais comme c'est le premier qu'ils ont signé chez Warner, il y a plus, évidemment, de lisibilité, il y a plus de présence média. Et puis aussi, ils ont aussi... clairement améliorer leur musique de telle manière à ce qu'ils sont désormais bien nommés pour ces victoires de la musique. Ce qui fait, on va dire, les caractéristiques principales de ce groupe, de ce duo, vous l'avez peut-être entendu dans le clip, c'est vraiment le mélange harmonique des deux voix qui s'est fait avec le temps, parce qu'au départ, c'était plus la chanteuse uniquement qui s'exprimait, tandis que Xavier Michel lui était plus en arrière-plan et s'occupait plus de la musique. Et puis avec le temps, il s'est mis à chanter un peu plus, et la façon dont ces deux voix s'entremêlent fait véritablement l'originalité et l'identité de C'est joli, c'est duo. intéressant, c'est exceptionnel, c'est quoi? Alors, je trouve que c'est très réussi en termes de pop véritablement, parce que les mélodies sont léchées. C'est léger, voilà, c'est bien réalisé. Moi, vous connaissez mes goûts musicaux, j'ai beau être suisse, je ne vais pas vous dire que je tombe en pamoison devant de la musique comme ça, c'est pas ce que j'écoute habituellement, mais je reconnais effectivement une vraie qualité professionnelle au niveau de la réalisation, au niveau de la recherche. Et puis, ils ont... Un joli pâturage. Ils sont beaux en plus. Alors, ils ont une belle esthétique. Et puis surtout, ce que je trouve, effectivement, ils sont assez bons. Non, mais ils sont assez bons. Laura, elle a quand même mis les pieds dans le plat. Ils sont beaux. Oui, c'est vrai qu'ils sont beaux les deux. Ils se ressemblent en plus. Non, mais il y a une qualité dans la recherche mélodique. Il y a une qualité dans la recherche mélodique. Ils sont capables de faire des choses qui vous attrapent l'oreille et qui nous restent en tête. Donc, ils réussissent assez bien leur affaire de ce côté-là. Nous allons lancer le débat avec vous, mon cher Yves Bigot. Il y a beaucoup de groupes pop, folk, rock, francophone. Est-ce que ces groupes sont du même niveau de ce que produit le monde anglo-saxon? C'est-à-dire que c'est la barrière simplement de la langue qui fait qu'ils ne sont pas comparables avec, je sais pas, je prends pop rock, des groupes comme America, etc. etc. Est-ce que c'est simplement la barrière de la langue ou est-ce qu'il y a une véritable différence? Les deux, Guillaume. Oui, il y a la barrière de la langue, puisqu'on voit comment Daft Punk ou Christine and the Queens conquièrent le monde parce que... c'est le cas de Céline Dion, par ailleurs. Elle conquiert les États-Unis, le Canada anglophone, parce qu'elle chante en anglais. Donc, depuis Unison. Ouais. Voilà, il y a cet aspect-là. Effectivement, la barrière linguistique, ça c'est une chose. La deuxième, c'est que dès lors qu'on parle de folk, de pop, de rock, etc., on parle d'une musique qui est une musique qui a été inventée par les Américains, accaparé par les Anglais, éventuellement les Canadiens anglophones, les Australiens, etc. Tout ça. Mais Guillaume, ce qui est, je pense, très intéressant à voir à partir de là, c'est qu'en fait, certains se plaignent de l'impérialisme du rock ou de la musique américaine et à travers la langue sur le monde. Mais nos amis suisses, belges, québécois peuvent dire combien la chanson française est impérialiste dans l'univers francophone, à tel point que Alios, à part les Suisses, qui sait qu'ils sont Suisses? Personne, parce qu'ils sont assimilés de la même manière que toutes les vedettes belges. Johnny Johnny longtemps. Alors, à commencer par Johnny, mais qui n'avait pas la nationalité belge, même s'il l'a demandé à un moment, et que ça lui a été refusé par les Flamands, je vous rappelle. Et pas pour des raisons de cœur. Non, non. Si, de cœur aussi, il connaît très bien... revenez à Alios. Non, mais voilà, et que... Regardez, c'est Garou, par exemple, qui présente l'Eurovision pour la France avec Isabelle Boulet dans le jury. Sur 4, il y a 2 Québécois. Enfin, je veux dire, ça veut dire combien l'impérialisme de la chanson française intègre les autres. Donc, vous voyez, il n'y a pas que les Américains qui sont impérialistes. Vous êtes sous il y a nous aussi. Est-ce que vous êtes sous le charme d'Alios? Sincèrement, je trouve ça très joli. Ça me fait penser à Julien Doré, une espèce de pop légère,
agréables, ils sont très beaux. Hein. Les Stone et Chardin suisses sont beaucoup plus beaux et stylés que les nôtres. En même temps, c'est logique, mais s'ils chantaient les vaches, Stone et Chardin, Voilà. donc c'est logique qu'il y ait un lien avec la Suisse. Alors non, mais voilà, donc je plaisante. Après, je trouve que bon, ils sont très beaux. C'est assez léger, c'est bien produit. Vraiment, j'ai pensé à Julien Doré en écoutant l'album. Après, c'est moins mièvre que cela ne le paraît. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une chanson sur le mariage. Et en fait, c'est un désastre. En fait, ils se rendent compte qu'ils veulent plus du tout être ensemble. Pareil, il y a une chanson assez jolie sur un taulard qui parle à sa famille. Donc, en fait, si on écoute les textes, c'est un peu moins joli qu'on pourrait le croire. Le concept pop-folk, c'est toujours Crosby, Nash & Young. Ça a toujours cet aspect-là, de la joliesse apparente. Voilà, bah, là, en plus, elle est très, très apparente. Simon et Garfunkel. Voilà. Certes. La folk, quand c'est pas joli, c'est juste rien. Bah alors là, c'est un bar dans un coin qui boit de l'hydromel. Sauf si c'est très militant. Ah oui, alors ça, c'est un autre sujet. C'est l'autre aspect. Mais ça reste joli, John Bell. Juste un mot du groupe qui, pour moi, mériterait d'être aux Victoires de la musique, c'est le Roi Angus. Donc, ils nous viennent aussi de Suisse. Alors là, c'est plutôt du rock psychédélique. Ils viennent de sortir leur deuxième album. C'est ça, voilà. Et donc, et eux, alors il y a Martin, qui est le chanteur et qui écrit les textes, qui est un peu plus âgé que le reste du groupe. Ils sont 5. Et vraiment, je vous invite à les écouter. Pour le coup, c'est très vénéneux. Leur dernier album, juste, je donne le titre. Est-ce que tu vois le tigre? Il y a un morceau qui s'appelle Presque le Canada. Et parfois, d'ailleurs, il joue un peu sur ce côté anglais et français. Vraiment, je trouve que le Roi Angus est plus complexe, vénéneux et plus intéressant. De toute façon, ça se voit. J'essaye, mais... Vous aimez les vénéneux. Vous savez que je suis la première de la classe, alors c'est pour essayer d'être un peu rebelle. Exactement. Donc, écoutez le Roi Angus. Alios, vous plaît? C'est... À la base, moi, les duos me plaisent beaucoup dans l'histoire de la musique. Je pense Lee Hazelwood, Nancy Sinatra à une autre époque. Même dans un registre un peu moins connu, il y a Pomplamoose, qui est un duo américain, couple, vraiment assez fameux. Il joue beaucoup avec les codes de la musique. J'aurais aimé davantage cet album-là, parce qu'à la base, effectivement, tout y est. C'est-à-dire qu'il y a les belles mélodies, cette espèce de côté-là, la dualité avec la voix un peu caverneuse je me souviens plus de son nom, Xavier Michel, et la voix très éthérée de la chanteuse. C'est très bien. Il y a des pièces qui jouent justement sur de la gravité, sur des trucs justement quand même beaucoup plus lourds que ce à quoi on pourrait s'attendre. Mais malheureusement, il y a une réalisation qui est un peu pompeuse, qui est un peu sirupeuse et qui vient désamorcer justement souvent la gravité qui pourrait être vraiment envoûtante de ces pièces-là. Je pense par exemple à Pieds nus, qui est une très belle pièce, mais en même temps, il y a une espèce de grandiloquence dans la réalisation qui vient un peu gâcher le tout. Cela dit, au final, c'est un album qui s'écoute quand même assez bien parce que oui, les mélodies, elles sont là. Oui, il joue très bien ce binôme-là entre douceur et gravité. Mais malheureusement, je regarde qui sont les autres nommés dans ces victoires-là. Je pense par exemple à Juliette Armanet, qui est une espèce de France Gall du 21e siècle, ou Petit Biscuit qui fait une électro vraiment extraordinaire dans les révélations cette année. La compétition est quand même assez forte. Cela dit, ils sont passés au Québec il y a 2 ans. Ils ont été très, très bien reçus. Il y a eu quand même un succès d'estime assez intéressant du côté de chez Alios, mais ça serait intéressant que ça devienne un peu plus rock, un petit peu moins lisse. J'ai une petite question. Alios, ça a une signification? Absolument. Ça veut dire quoi? C'est le nom d'une plante qui pousse dans les Alpes helvètes. Ça a un petit nom de yaourt, moi, Alios. Et alors, c'est le côté peut-être vénéneux d'Alios, en l'occurrence, mais c'est une petite plante qui rend accro. Symbiose aussi, ça peut faire ça. Voilà. Laura, sur le web. Alors, ils ont tout compris des réseaux sociaux. Alors, pour le compte, eux, c'est des digital natives. Ils sont sur Instagram, sur Facebook. Sur Facebook, ils sont aimés par plus de 10 000 personnes. Ils n'ont pas encore une énorme communauté, mais Michel fait partie de leurs fans. J'ai vu ça. Oui, absolument. Parce qu'il y a un moment d'hésitation, il faut assumer. Pas du tout. Et ils ont leur chaîne YouTube. Leur site Internet est
très bien faits, très bien léchés. Ils sont beaux, mais tous, leur univers est beau également. Et ce que j'aime, c'est qu'on a l'impression, très vite, si on les suit, qu'ils deviennent nos amis. Ils partagent tous les coulisses de ce qu'ils vivent en ce moment. Justement, ils parlent beaucoup des victoires de la musique, est-ce qu'on va les avoir ou pas. Et donc, il y a une proximité qui est agréable. Après, ça ne révolutionne pas la musique, mais ça se laisse écouter. Et ils ont un public, en tout cas, fidèle. Et à mon avis, ça ne va faire que croître. Voilà, Pascal, nous ne vous avions pas oublié. Ah, merci, mon cher Guillaume. Je vous en prie, Alios, pour un Belge. Alors, oui, alors moi, je trouve Belge. que l'album est très intéressant, justement, parce que c'est du folk. Vous l'avez dit, du folk en français, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, c'est intéressant. C'est intéressant aussi parce que c'est un duo. Ils sont en couple, hein, sur scène et dans la vraie vie. Mais ils ne chantent pas des chansons d'amour cucu, je t'aime, etc. Au contraire, les Ce 6 mépris chansons... pour l'amour des Belges. Non, mais en dehors... non, mais c'est très beau, les chansons d'amour. Non, mais si elle dit « je t'aime », oh, quelle horreur. C'est magnifique, mais là, il faut bien dire qu'ils auraient pu tomber dans le panneau. Ils ne sont pas tombés dans le panneau. Il y a 6 chansons d'amour ou de couple, disons, sur l'album, et ils parlent de tout, sauf justement de l'amour, en tout cas l'amour serein. Notamment, vous l'avez dit, Estelle, Me passer de toi, c'est l'histoire d'un couple qui se sépare le jour du mariage. Regardez le clip, il est assez drôle. Que dire encore? En Belgique, ils ne sont pas très connus. Sauf qu'il y a certains artistes belges qui les ont vraiment soutenus puisqu'ils ont fait la première partie de C'est Lassou, par exemple. Voilà. J'aime bien cette idée de la détestation de l'amour serein par notre ami Pascal. Je t'aime, moi non plus. Voilà le truc de Pascal. Merci Yves. Merci Guillaume. Nous étions ravis de vous retrouver. L'auteur de BD, deuxième sujet, Marguerite Abouette. Marguerite, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Marguerite. C'est incroyable. A eu un immense succès, ne me troublez pas, je suis un garçon fragile qui aime trop l'amour serein. Avec la série Aya de Yopougon, la voici de retour dans les libraires avec Commissaire de Kwame. Premier tome des aventures de son nouveau personnage, nouveau succès en vue, nous en discuterons après cet extrait d'un entretien accordé à notre irremplaçable chaîne TV5 Monde. En fait, je voulais complètement changer, c'est vrai, de registre, aborder d'autres thèmes, et j'aime bien, enfin, parce que j'aime, enfin, mon imagination aime bien prendre des risques. Je m'essaie au Pola parce que je trouve que la Côte d'Ivoire s'y prête. Complètement, et il y a des meurtres, il y a des commissaires spéciaux, et encore une fois, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est créer un personnage et lui donner les moyens de s'émanciper dans cette histoire. La gaieté nous caractérise. Marguerite Aboué. Lise-Laure, bonjour. Bonjour. Qui est-ce? Alors, Marguerite Aboué, c'est une auteure ivoirienne qui s'est fait connaître en France et en Afrique avec son livre, sa BD Aya de Yopougon. Et Aya, c'était une étudiante modèle avec ses amis, et elle vivait à la rue Princesse dans un quartier populaire. Et donc, ce livre était très... Comment on avait été très apprécié parce que vraiment, il nous ramenait dans un contexte africain. Et en plus, il a été adapté au cinéma. Voilà, donc c'est... gros succès, personnage qui prend une importance assez considérable, que vous connaissez dans les différents continents. Commençons par le Canada. Ben en fait, faut dire qu'en général, au Canada, l'art africain, on est moins branché sur tous ces pays, que ce soit le Mali, Sénégal, et je trouve ça toujours intéressant de voir, d'être mis en contact avec ces réalités-là, parce que d'un point de vue, j'étudie en sciences politiques, et tout ce dont elle parle, notamment dans ce nouvel opus-là, donc ces 10 glorieuses dans la Côte d'Ivoire qui était en plein boom, et une Afrique qu'on regrette, entre guillemets, parce que c'était une époque, quand même, une belle époque. Elle nous fait découvrir vraiment de manière extrêmement incarner cette Afrique-là qu'on connaît peu. Et il y a vraiment un regard, et ce que je trouve intéressant depuis son travail avec Aya de Yopougon, c'est qu'elle va aborder beaucoup et je crois que c'est une constante dans son travail, c'est qu'elle va aborder beaucoup des questions qui sont sensibles. Elle traite d'homosexualité, évidemment, elle traite beaucoup de corruption, c'est un des grands thèmes de ce livre-là.
Et elle le fait également à la télévision parce qu'elle écrit pour la télévision, donc des séries, je crois, qui sont diffusées d'ailleurs sur TV5. Oui, moi, je les ai vues. C'est la vie, C'est la vie qui est un peu le pendant de Plus belle la vie. Enfin, d'ailleurs, elle a demandé à l'auteur de Plus belle la vie de venir l'aider pour cette série qu'elle tourne d'ailleurs au Sénégal, à Dakar. Et c'est vrai qu'elle parle de tous les problèmes. C'est une famille et donc ça lui permet de toucher à tous les problèmes. Elle est assez féministe, hein, Oui, c'est ça. Et elle le fait toujours de manière très frontale et très... Il y a un doigté avec laquelle elle réussit à aborder ces questions-là qui est quand même intéressant. Bon, moi, la série, je connais pas trop les codes africains, donc je suis pas en mesure de voir si c'est juste ou pas, mais en tout cas, il y a une constante entre Aya dit oui. Oui, donc, mais il y a une constante quand même dans son travail. C'est que c'est vraiment quelqu'un qui a pas peur d'aborder des sujets sensibles et elle le fait toujours avec un grand doigté. Et ce livre-là, moi, ça m'a beaucoup fait... Je pensais beaucoup à la manière dont on parlait de Tintin, hein, que c'était une BD qui était destinée aux 7 à 77 ans. Et je trouve que cette BD-là rentre en tout cas dans cette catégorie. Michel. Oui, donc. Mademoiselle Aboué. Marguerite Aboué. Alors effectivement, dans Commissaire Kwame, elle aborde un registre qui est quand même très différent de celui d'Aya Diop-Pougon. Il faut dire aussi que Marguerite Aboué, je ne sais pas si on l'a compris, mais je pense que oui, est scénariste, donc elle travaille chaque fois avec des dessinateurs différents. Le dessinateur de ce nouvel opus, Commissaire Kwame, est différent de celui avec lequel elle travaillait pour Aya Diop-Pougon. Il s'appelle Donatien Marie, en l'occurrence. Et pourquoi je vous en parle? Parce que au-delà des qualités, on va dire, scénaristiques du livre de la BD de Marguerite Aboué, qui reprend les codes du polar, vraiment, c'est ça, enfin, en version BD, qui est parfois peut-être un tout petit peu long, parce qu'il fait une bonne centaine de pages, donc il y a parfois peut-être quelques longueurs au niveau du scénario. Par contre, moi, j'ai découvert un dessinateur, en l'occurrence Donatien Marie, qui apporte une véritable énergie, qui rend justement cette BD, oui, ça foisonne. Comme le disait Mathieu, regardable en tout cas, qui peut être lu par les 7 à 77 ans, encore qu'il y a une ou deux scènes qui sont un peu gore. C'est quand même un petit peu étonnant, parce qu'il y a des choses tout d'un coup très sérieuses. Je pense à une scène en particulier, voilà, quand on retrouve une prostituée qui a été égorgée. Là, on peut pas dire que ce soit très... Ouais, enfin, c'est pas très ludique, effectivement, comme c'était dessiné là. Mais sinon, tout le reste du bouquin, je trouve qu'il y a un côté presque un peu René Pélos à l'époque, des pieds nickelés comme ça, où ça virevolte de tous les côtés, où les voitures décollent, où le commissaire Kwame ne tient pas en place. Enfin, on voit bien qu'il le fait bouger, où il y a toujours un halo de surprise autour des gens. C'est un dessin qui est très tonique, qui est très expressif, qui est très dynamique et qui rend cette BD extrêmement plaisante à lire. Et c'est ce que disait Marguerite. Elle Estelle Martine. Commissaire Kwame, il devait être tout le temps, c'est une pile. Elle voulait que ça soit une pile. Et c'est vrai que j'en ai discuté avec elle. Et elle me disait qu'elle était contente parce que le dessinateur, il a rendu ce mouvement. C'est vrai que ce personnage, il est tout le temps en mouvement. Et pareil, elle parle aussi de tous ces petits détails. Si on a eu la chance d'aller en Côte d'Ivoire, on a vu ces embouteillages monstres. Alors ça, c'est un autre livre parce qu'elle fait énormément de choses à Marguerite. Elle aime raconter des histoires. Donc là, le commissaire Kwame, c'est vrai qu'il y a un côté thriller, mais il y a un côté aussi amusant. Il y a beaucoup d'humour. Là, c'est beaucoup plus sérieux, si j'ose dire, parce que vraiment, c'est la question des migrants. C'est un très beau livre qui ressemble un peu à un western moderne. Elle l'a écrit avec Charlie Bellotto, avec qui elle travaille pour C'est la vie. Et c'est par les dessins de Christian Demeter. Il vient de sortir aux rues de Sèvres. Et donc, voilà, c'est Terre gâtée. Vous savez, Terre gâtée. Je tends la main. Tenez, je vous le donne. Elle refuse de me le donner. Et Marguerite, c'est vrai que c'est ça qui est impressionnant chez elle, c'est qu'elle a plein d'histoires à raconter. Alors, tout support, hein, ça peut être en BD, ça peut être au cinéma, puisqu'elle espère faire un film de commissaire Kwame. Moi, j'aimerais bien, parce que je trouve que vraiment les personnages sont très cinématographiques. Et elle m'expliquait que Aya, ça a été un succès tel qu'il fallait un personnage en rupture totale. C'est pour ça qu'il fallait que ça soit un homme, il fallait qu'il soit plus âgé. Réussi, hein. Et voilà, et c'était exactement ce qu'elle voulait faire. Vous me le rendez, parce que il est très très beau. Je le conseille. Hein. Terre gâtée, ça parle vraiment de l'actualité d'aujourd'hui, des migrants, et c'est une saga, donc à suivre. Justement, qu'en pense la Belgique? Alors, moi, je trouve que cette J'ai nouvelle l'impression d'être à série... l'Eurovision tout d'un coup. 5-4. 4 points. C'est vraiment intéressant, justement, à cause des personnages. Hein, Marius Kwame, ça fait énormément de bien de voir un personnage africain, ivoirien en l'occurrence, qui est commissaire, qui a un adjoint blanc. Arsène, qui est toujours un peu à la ramasse, faut bien le dire. Et alors, le commissaire, il a une personnalité incroyable. C'est un mélange de Tintin et de Louis de Funès. Hein, parce qu'il est en même temps, il fait son enquête de manière très... voilà. Mais alors, il donne des ordres à tout le monde. Il est vraiment excité comme Louis de Funès. C'est pour ça que sa version cinématographique, à mon avis, donnerait... des choses très intéressantes. Et en même temps, il n'y a pas d'angélisme. C'est-à-dire qu'il donne des ordres à tout le monde. Il est insupportable avec le personnel, mais le personnel africain et le personnel blanc aussi. C'est un mélange. Et alors surtout, il y a des moments dans la BD, vous disiez que tout à l'heure, il y a des moments quand même assez impressionnants. Des moments de torture.
C'est-à-dire qu'il est... pas du tout c'est un héros. Correct, hein. Non, c'est un héros et en même temps c'est un anti-héros. Il y a des scènes de torture dans le commissariat et dans l'hôpital avec un suspect pour qu'il parle. Voilà, on lésine pas sur les détails et franchement, clairement, c'est lui qui le cautionne et c'est le blanc qui va taper sur les suspects. Alors c'est vraiment Quel blanc l'adjoint. On dit dans la BD d'ailleurs, quel blanc? Quel blanc, blanc ici. Alors ça, c'est quand même très politiquement pas correct, justement. Ouais. Et en même temps, alors si c'est évidemment, on l'imagine, pour dénoncer la torture et dans ces pays-là, d'accord, mais là, c'est un procédé quand même assez direct. Pascal, en même temps... Et le dernier truc, c'est que je trouve que ça fait aussi beaucoup de bien d'être plongé en Côte d'Ivoire avec la bourgeoisie locale, qui a des grandes villas, qui a des domestiques qui traitent, comme les Blancs dans les BD ont pu traiter leurs personnels, c'est-à-dire, voilà, avec pas beaucoup d'estime. Enfin, il y a des rapports sociaux qui sont très réalistes, pas d'angélisme, ça fait énormément de bien. Vraiment, si je peux juste me permettre, par rapport, effectivement, aux scènes de torture et autres, c'est là où j'en reviens au dessin de Donatien Marie, c'est-à-dire qu'il y a un côté tellement burlesque dans ces dessins qu'on n'arrive pas totalement à prendre les scènes au sérieux, à part celle dont je vous ai parlé. Celle dont je vous ai parlé, effectivement, c'est une sorte de plan large comme ça, qui est assez réaliste. Voilà, on comprend pas. Mais les scènes de torture, quand il met ses gants, il y a un côté qui est... Alors, effectivement, c'est de la torture. Je suis pas d'accord avec vous, parce que la prostituée qui est tuée, là, c'est une scène un peu violente, mais on en a beaucoup, des scènes où il y a une flaque de sang et on la voit. Là, bon. Mais la torture, c'est un acte effectif, c'est-à-dire que c'est le commissaire et son adjoint qui tapent sur des suspects pour qu'ils parlent. Et on les voit, non seulement on les voit au moment où ils les tapent, mais après, on voit le résultat, ils sont à l'hôpital. Là, il faut prendre des distances. C'est la vie fut-elle atroce. C'est ça, c'est-à-dire c'est très réaliste. Il y a un mot, Laura n'a encore rien dit. Bon. Non, mais allez-y, Estelle. Non, mais je voudrais juste avoir l'avis de Lise Laure, parce que politiquement, ce n'est pas du tout correct ce que je vais dire, mais Marguerite me disait que elle, ce qui l'intriguait, c'était comment les policiers travaillaient en Afrique. Parce qu'elle me dit qu'elle a constaté que souvent, quand il y a un mort et tout ça, on dit, ouais, bon, ok. Et elle me dit comment les policiers qui regardent des séries comme Les Experts arrivent à faire leur travail. Et c'est ça qui a tout le long de l'histoire, c'est ce qui lui... Voilà. Et donc je ne sais pas si effectivement ils mènent vraiment l'enquête, mais a priori, souvent on leur dit, il est mort, tant pis, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai qu'il y a une façon de banaliser un peu la mort parce qu'on vit avec elle un peu au quotidien. Et donc c'est vrai que dès qu'il y a un événement, les gens... Moi, je suis assez surpris chaque fois que je vais sur le continent de voir que la mort rôde en permanence. Tu vas à un enterrement, les cadavres sont exposés. Donc, en fait, il n'y a plus de... Ça n'étonne plus les gens. C'est un peu banal. Et la torture mais la torture, en fait, il y a beaucoup de violence. C'est d'ailleurs ce qu'elle décrit. Au départ, je vous rappelle qu'il s'agit d'une bande dessinée, parce que les gens vont croire que c'est un débat sur Amnesty International et la situation de la violence dans le monde. Non, c'est une bande dessinée qui est, de mon point de vue, quand même assez joyeuse et qui montre justement la vie en Côte d'Ivoire. Et très efficace, très efficace. Est-ce que la communauté de la bande dessinée a adopté Madame Aboué? Adopté, ils adulent Marguerite Aboué. Vous pouvez pas vous imaginer, depuis que je fais cette émission, c'est la première fois qu'on a un thème où je n'ai pas trouvé un commentaire négatif sur les réseaux sociaux. Et Dieu sait qu'il y a des pinailleurs qui vont aller rechercher la petite bête. Là, on l'adore, on parle de truculence ivoirienne, que ce soit cet opus ou le précédent. Elle est totalement adulée. Alors, elle n'entretient pas ça, elle n'a pas de compte officiel, mais on le fait pour elle. Il y a des hashtags qui naissent et on parle beaucoup d'elle sur la toile. Et notamment un site qui s'appelle bdégalité.org, puisque en plus c'est une femme. Et on parle toujours du fait qu'il manque des femmes auteurs de BD, qu'on ne les met pas assez en avant. Donc ce site-là qui réunit toutes les femmes auteurs de BD, la met en avant et l'adule également. Donc allez voir ce site, vous allez découvrir d'autres auteurs femmes qui sont aussi très talentueuses. Merci mille fois. Nous allons passer par la case obligatoire, mais ô combien nécessaire, du tour de l'actualité francophone. Dieu sait que c'est important. Voici ce Zap Culture. Il est le grand vainqueur de la soirée d'hier. Henri PFR avec 3 récompenses et un disque d'or. Le jeune DJ ne s'attendait pas à une telle mise à l'honneur. 3 Decibel Awards, artiste solo masculin, artiste électro, hit de l'année et puis le disque d'or qui vient, petite cerise sur le gâteau. Lui, le crépitement des flashs, ce n'est pas son truc. Il retrouve ses marques ici, en train d'expliquer aux gens sa BD à lui, dans son exposition rétrospective. Pour moi, en bande dessinée, tout est au service de l'histoire. Le dessin et les couleurs. Autre clé du succès pour les éditeurs, réinventer la vie des personnages célèbres en bande dessinée. Les personnages qui fonctionnent le plus sont soit les personnages historiques les plus connus, par exemple Napoléon, ça a été un best-seller, ou alors des personnages de l'histoire contemporaine.
Même si la tour CN a été numériquement effacée de certaines scènes, on reconnaît Toronto dans la forme de l'eau. L'équipe technique est entièrement canadienne. Le réalisateur Guillermo del Toro y tenait. Je suis chanteuse d'afro-jazz, afrobeat, parce que je m'exprime de cette manière, donner les conseils en Afrique, pour parler aux jeunes Africaines que nous avons un avenir meilleur. Pourquoi tu te laisses emmerder par toutes ces bonnes femmes? Mais pourquoi je me laisse emmerder? J'en sais rien, elles sont folles. Tu as maigri? Bien sûr, j'ai perdu 4 kilos uniquement par angoisse. Lis Sénèque. J'ai pas voulu être acteur, je jouais, et ça me sauve la vie, quoi. Nous allons parler maintenant, après ce tour du monde de l'actualité francophone, d'un film primé à la Mostra de Venise où le réalisateur Xavier Legrand a reçu le Lion d'argent de la meilleure mise en scène après avoir été récompensé par un prix décerné pour la première œuvre. Il s'agit de Jusqu'à la garde. Bonne annonce et nous débattons. Voilà ce qu'a dit Julien. Julien a 11 ans, il est en 6e à 1 au collège Théodore Monod de Saint-Dumont et il a dit... Mes parents sont séparés depuis 1 an. Je vis maintenant ici avec maman et ma sœur. On va fêter les 18 ans de ma sœur à la salle des fêtes de Vial. On habite tous là-bas chez papy et Nani, sauf mon père. Par contre, je ne peux jamais jouer devant la maison ou dans le jardin, car on a peur que l'autre vienne. Papy se met à crier quand il le voit et c'est pas bon pour sa santé. Quand il vient, je m'inquiète pour maman, parce qu'il veut juste lui faire du mal, juste ça, c'est pas un père, et c'est pour ça que je suis contente que mes parents divorcent. Joséphine aussi, elle ne l'aime pas, mais elle n'est pas obligée de le voir vu qu'elle est grande. Moi aussi, je ne veux plus jamais le voir et je ne veux pas que le juge m'oblige à aller avec lui 1 semaine sur 2 ou un week-end sur 2 parce que je ne veux plus le voir, plus jamais, je n'ai plus rien à ajouter. Voilà, bien, maître Davigny, je vous écoute. J'ai l'impression que vos enfants sont remontés contre vous, monsieur. Vous pouvez expliquer ça? J'aimerais bien comprendre. Je sais pas ce qu'on leur met dans la tête. Avalanche de prix pour Xavier Legrand, donc première mise en scène, première heure Jusqu'à la garde. Mathieu, vous avez aimé, de quoi s'agit-il? Expliquez-nous. Ben écoutez, un film qui est dans la tradition des Kramer contre Kramer, Night of the Hunter, donc c'est film sur la nuit du chasseur. La nuit du chasseur, oui, c'est ça. Émission francophone remarquable. Mais c'est un film, non, mais c'est un film anglophone quand même. Il était dans le texte. Et donc, ce film-là est un film à la base. Bon, quand j'ai vu l'histoire, avant de voir le film, je me suis dit, oh, c'est un film... Non, mais en fait, c'est un terrain miné. Parce que c'est un sujet qui n'est pas facile, d'une part, et c'est un sujet aussi qui peut donner lieu à tellement d'excès de réalisation, tellement de jeux où on en met de la part des acteurs et on ne tombe dans aucun piège. Alors, il faut quand même rappeler le sujet. Parce que... Bon, l'histoire d'une rupture mêlée de violence conjugale, on peut le dire comme ça, avec des enfants qui sont pris un peu en tenaille entre des parents qui négocient les termes de la garde devant des juges. Bon, on ne révélera pas de punch final, mais on peut se douter que ça ne va pas bien. C'est un couple qui ne va pas bien. Et ce film-là, il n'y a que de la justesse là-dedans. Tant dans la mise en scène, dans le jeu des acteurs, on est dans une retenue. Il n'y a pas de musique non plus. Hein. On a vraiment joué vraiment le minimalisme. On n'a que les sons qui sont ceux dans lesquels les comédiens évoluent. On est tellement dans un registre qui est maîtrisé, mais de la première à la dernière minute. Moi, j'ai été soufflé par ce film-là. Il était présenté d'ailleurs à Toronto lors du TIFF l'automne dernier. Il a été encensé par le magazine Variety qui a vu donc ce film-là. C'est son premier film aussi. Il avait fait un court-métrage, Xavier Legrand, avec les mêmes acteurs. Il vient d'où, Xavier Legrand? Avec les mêmes thèmes. Pardon? Il vient d'où, Xavier Legrand? Ben, c'est un Français. Oui, d'accord, mais il vient d'où? C'est un comédien, un acteur qui n'avait pas du tout d'expérience dans le cinéma et qui se lance. C'est son premier film. C'est quand même époustouflant parce que, vous l'avez dit, moi aussi, de A à Z, on est tenu par un suspense. Alors, il faut dire, le film est construit, le suspense va crescendo, c'est-à-dire qu'on est pris, le spectateur, pendant tout le film, on est pris, en fait, comme dans la position du juge. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si la garde alternée est une bonne idée et si elle doit effectivement l'accorder parce que le père a quand même, on le soupçonne d'être violent, mais au début, on ne le sait pas. On se dit, finalement, est-ce que la mère ne prend pas...
est-ce que la mère n'est pas en train d'exagérer le mal-être qu'elle vit, elle, à cause de la rupture? Et donc, au début, on a le doute, comme le juge, puisque le film s'ouvre sur une scène, le juge de la famille. Vous avez été happé. Oui. Et alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que le film est vraiment porté par les deux acteurs principaux. Hein, il s'agit... Ah oui. Les trois. Les trois, oui, le petit garçon aussi, mais... Ouais, le garçon est... Ah non, oui, c'est vrai, mais enfin, les deux principaux, les parents, Denis Ménochet et Léa Drucker, qui jouent le père et la mère, sont absolument incroyables. Et le petit garçon, la sœur... Thomas Giora. Voilà. Ouais. Et c'est un univers où on est pris par l'angoisse depuis le début, mais qui va à crescendo. Moi, ça m'a rappelé un peu l'univers du réalisateur belge Joachim Lafosse, qui avait fait, à En perdre la raison, l'histoire de cette mère de famille qui tue ses 5 enfants. Et là aussi, où on comprend la folie, l'enfermement et la fin dramatique, mais qui était un fait divers à l'époque réelle. Et alors, l'autre film aussi de Joachim Lafosse, Joachim Lafosse, un de ces derniers, c'est L'économie du couple. Vous savez, on en avait parlé ici en plateau. Basé sur le roman de Mazarine Pinjot, et qui est là aussi l'enfermement du couple, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, non seulement de la maison, mais des biens en commun, ici en l'occurrence la maison, les enfants, comment est-ce qu'on partage, comment est-ce qu'on règle cette rupture. Ici, c'est vraiment époustouflant. Pour un premier film, franchement, c'est à saluer. Et ce premier film s'inspire de ce court-métrage dont on a parlé avant que de tout perdre, où on retrouve déjà Léa Drucker et Denis Ménochet. C'est presque, il le dit, presque une suite. C'est-à-dire que dans ce court-métrage qui a eu le César en 2014, un César du 2014, on voit Léa Drucker qui arrive là où elle travaille, au supermarché, et c'est une femme qui est victime de violences conjugales et qui veut partir, et avec tous les problèmes, et avec aussi la retenue, la justesse, c'est-à-dire qu'il ne montre jamais la violence, mais il nous la fait sentir, il nous la fait vivre, c'est-à-dire qu'elle est presque traquée dans ce supermarché où elle est aidée par le reste des employés, même par son directeur, et en fait aussi ça pose le problème, elle doit partir, elle doit fuir cet homme qui est violent, mais on fait comment ? C'est-à-dire quoi, on abandonne son travail, les enfants abandonnent leurs études. Non, mais ça pose beaucoup de questions en creux, et c'est ça qui est passionnant. Et Xavier Legrand le dit, il est passionné aussi par Léa Drucker. C'est elle qui l'a inspiré, c'est elle qui lui a inspiré ce court-métrage, et on les retrouve tous les deux dans ce film. Et ce qui est génial, c'est qu'il montre, enfin, il rend insupportable. Et juste avec une économie de moyens, avec les sons, vous le disiez, en fait, il n'y a que les sons. Et d'un coup, on se rend compte que le danger, il vient de l'intérieur. Et moi, je trouve ça formidable quand c'est les artistes, que ce soit dans un livre ou dans un film ou une pièce de théâtre, qu'on se rend compte que non, le danger, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur, dans la famille. Et vraiment, c'est une très belle réussite. La famille, cette catastrophe indispensable. Citation de Guillaume Durand. Allez, allons-y, continuons. Michel, vous êtes happé, vous aussi. Ah oui, c'est un film magnifique. C'est un film magnifique, vraiment, malheureusement magnifique, mais absolument, c'est le cas. C'est un film qui est anxiogène, mais avec une économie de moyens qui est considérable. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, au départ, Xavier Legrand expliquait qu'il voulait faire 3 courts-métrages pour montrer les successions du couple. Et puis finalement, les 2 derniers, il les a transformés dans le long-métrage qu'on connaît, avec donc Denis Ménochet et Léa Drucker. Et les 3, moi, j'ajoute vraiment Thomas Giora là-dedans, c'est-à-dire le gamin de 12 ans qui est aussi à son premier rôle, qui a dû faire un rôle de composition d'un gamin qui est tiraillé. Enfin, il n'est pas tiraillé, on ne va pas spoiler le film, mais enfin, on sait très bien où il se trouve, ce que la famille a subi auparavant et ce qu'il vit. Et ce que je trouve extraordinaire, mais vraiment c'est extraordinaire dans le jeu des acteurs, c'est cette capacité quand même à nous communiquer quelque chose dans le non-dit, simplement dans la réserve, dans les yeux, dans les attitudes, au niveau du jeu d'acteur, parce qu'on comprend bien qu'il y a un truc... pris. Non mais vraiment, c'est une vraie réussite. Ouais. Et puis également par la mise en scène, par la caméra de Xavier Legrand. Pour vous donner une idée, le film quand même, le film commence par 18 ou 20 minutes de séance chez le juge en chant contre chant. Donc vous vous dites, commencer par 20 minutes de film en chant contre chant dans un bureau d'un juge, franchement... Voilà, aujourd'hui où on fait des films kaléidoscopiques avec des séquences vidéo et autres, et des clips vidéo qui, dans les séquences, durent 3 secondes, arriver avec un truc comme ça, c'est vraiment un ovni. C'est pas James Cameron. Non, mais en même temps, on s'ennuie pas une seconde. Et moi, j'avais vu que ça durait 20 minutes avant. Quand la scène était finie, je me suis dit, 20 minutes, ça a déjà passé. Parce que je sais pas, il y a une justesse dans la position de la caméra, dans les acteurs, dans le traitement, dans le texte, dans le scénario, qui fait que, voilà, ça passe. Et c'est un film qui rentre, moi ça m'a fait penser aussi, alors d'une certaine manière, à un film qu'on a traité ici, qui est le film d'Hubert Charuel, Petit Paysan, où avec une économie de moyens, ça n'a rien à voir, c'est un autre contexte, mais avec une économie de moyens, il y a une sorte de caméra qui observe, qui suggère, qui est présente, qui est
presque de l'ordre du documentaire, même si on sait parfaitement qu'on est dans une fiction. On peut penser à Piala aussi. Ouais. Il y a un peu de ça aussi. Ou les frères Dardenne dans la retenue et dans vraiment on est. Et puis en même temps avec un côté anxiogène, moi qui m'a fait. Alors ça n'a rien à voir avec la retenue, mais ça me fait penser à Duel de Spielberg au début où on sait qu'il y a la menace qui est là, qui grandit. Votre bien-aimée réalisatrice, enfin productrice, il parle de Shining. Oui, Shining. Voire même de Misery. Oui, Shining. Non, mais là, dans le chant contre chant dont vous parliez, on voit pas, au début, on voit pas le couple. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que ça fait monter une tension et c'est quand même assez culotté de prendre ce parti pris. Non seulement, c'est vrai que les plaidoiries d'avocats, on peut dire que ça n'a pas non plus un intérêt immense. Et en plus, on voit pas. Oui, mais là, on est dans le bureau du juge. Et puis là, vous voyez, c'est très confiné et on ne voit pas les héros. Et là où Xavier Legrand est génial, notamment dans la mise en scène, si vous réfléchissez après tout, dans la mise en scène des parties, quand on est sur l'avocate et puis le mari, tout d'un coup, on voit Denis Ménochet qui n'a pas un petit physique, mais vraiment, il occupe les 2/3, voire les 3/4 de l'écran à lui tout seul. Et il a une telle présence qu'on se dit, là, il y a un truc. Ouais. Il fait rien, hein. Il est juste comme ça. Mais simplement, toute la place qu'il prend, rien que ça nous fait nous sentir qu'il y a un problème au sein de cette famille qui est manifeste et qui... Et son rôle n'est pas facile, parce qu'incarner le... Voilà, mais il est vraiment... C'est trop compliqué. Il le fait pareil avec une retenue et des failles. Les comédiens adorent ça. Oui, mais lui, il a une force... Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais là, c'est... On est dans les violences conjugales. Il est subtil parce qu'au début, on n'est pas sûr que c'est un... On n'est pas sûr. Souvenez-vous de Misery, vous avez vu l'adaptation du roman de Stephen King. Oui, formidable. James Caan, donc, qui est un auteur qui a un accident de voiture, qui arrive dans la neige, dans un paysage canadien, québécois, chez une dame qui a l'air d'une infirmière gentille. Cathy Bates, c'est ça? Voilà, Cathy Bates. Et je dois vous dire que très rapidement, on se rend compte que c'est affreux. Cette vieille dame est indigne. En tout cas, notamment quand elle prend une masse et qu'elle lui casse les 2 jambes. C'est assez réussi. C'est parce qu'elle l'aime beaucoup. Elle aime énormément, c'est de l'amour. On va y songer tous les deux. L'amour est destructeur parfois. Et sur le web, on parle beaucoup du premier opus, là, avant que de tout perdre, son court-métrage qui a eu le César en 2014. Et on revoit des extraits d'interviews assez amusants où, notamment lorsqu'il reçoit le César, on lui dit alors, vous êtes content de recevoir ce prix, vous avez reçu avant 2-3 autres prix. Il dit, écoutez, non, juste pour la petite information, j'en ai déjà reçu 30. Donc au moment où on lui remet son César, il avait déjà eu 30 prix, donc ça laisse augurer du succès de ce film-là. Et puis ça soulève une question dont on n'a pas encore parlé, qui est la garde alternée, puisqu'il y avait cette proposition de loi qui a été soumise en novembre dernier, de faire en sorte que la garde alternée devienne... automatique. Et alors, on nous en a beaucoup parlé avant, il y a eu plein d'articles dessus, puis après, plus du tout, puisque finalement, la loi n'a pas été votée et qu'on ne s'est pas entendu, qu'elle a été reportée en mai. Mais sur Internet, on réagit beaucoup. La question, c'est de savoir où va l'argent, parce qu'en général, quand vous avez une garde d'un seul côté, l'argent va d'un seul côté. Exactement. Tandis que si on alterne la garde, où va aller l'argent? Il y a aussi beaucoup de parents qui demandaient la garde alternée pour ne pas payer de pension alimentaire, mais voilà. Donc, il soulève aussi ce sujet-là de la garde alternée, attention. Joachim Lafosse. Alors, question. Nous arrivons à ce moment tant attendu, les coups de cœur que tout le monde nous envie. Laura. Alors justement, je voulais vous parler d'un festival absolument génial qui s'appelle My French... Alors le titre est en anglais, mais c'est un festival de films français, My French Film Festival, qui a lieu du 18 janvier jusqu'au 18 février, donc vous avez encore un peu de temps pour vous y intéresser, et qui concerne tout le monde, puisque c'est vous, téléspectateurs, qui pouvez voter pour les films français que vous avez préférés. Donc on vous fait une liste. Alors, pour les longs métrages, vous devez payer. On retrouve Rock'n'Roll et plein d'autres très bons films. Et pour les courts métrages, c'est de Guillaume Canet, pardon. Et plein d'autres très bons films. Et les courts métrages, vous pouvez les visionner gratuitement et voter pour ceux que vous avez préférés. Voilà, Rock'n'Roll, film très drôle où Guillaume Canet se fait traiter de ringard et il décide de relancer le rock'n'roll en convoquant même le roi du rock'n'roll à l'époque encore vivant, Johnny Hallyday. Vous avez un coup de cœur, car vous avez un cœur. Oui, Guillaume. Michel. Mais il est déjà pris. Dommage. Là, on perd la moitié de nos téléspectateurs. Voilà. Téléspectatrices, plutôt. Les deux. Bref. La musique a dû se sont les mœurs après ce film. Moi, je vous propose un triple CD de la pianiste argentino-suisse Martha Argerich. Ça s'appelle Martha Argerich and Friends. Lugano 2016, c'est un disque qui était nommé au Grammy récemment. Il s'agit quand même de la plus grande pianiste classique du monde. Ouais, c'est une sommité. Le disque, je vais être rapide, le disque est juste somptueux, flamboyant, magnifique, juste parfait. Cette dame qui a maintenant 76 ans et qui joue merveilleusement bien. Des cheveux comme ça, un peu comme nous. Il y a Ravel, il y a Debussy, il y a Berg, il y a Mozart, il y a Bach, il y a une pléthore de
de compositeurs, et ça a été enregistré au Tessin, donc à Lugano, avec l'orchestre de la Suisse italienne. Et c'est un disque absolument magnifique que je ne peux que vous recommander, que j'ai écouté encore pas plus tard qu'avant-hier. Extraordinaire quand elle s'assoit sur son piano, Martha Argerich, avec ses grands cheveux comme ça, un peu dans tous les sens. Alors vous avez l'orchestre solennel, le chef d'orchestre. On a l'impression que tout d'un coup, un ouragan va se déclencher, quelle que soit la musique, soit un ouragan léger, un ouragan fort, une tempête. C'est le génie absolu. Mais vous avez, Estelle Martin, un coup de cœur aussi. Mais oui, bien sûr. Donc c'est un nouveau magazine, on ne peut que s'en féliciter. Le voici, premier numéro, Octopus. C'est un bimestriel, 2 € seulement. Alors Octopus, précis artistique des mots de bouche, c'est-à-dire que c'est aussi bien artistique que gourmet, puisque là on parle de la moutarde mustard, avec mon excellent accent anglais. Donc voilà, je vous invite à feuilleter. On nous parle donc mustard. Voilà. J'arrête. Donc il y a notamment une recette de poulet en crapaudine. Et alors ce qui est bien, c'est que ce bimestriel. De poulet en quoi? En crapaudine. Ah, en crapaudine. Diablotin, un petit peu comme vous. Et non seulement c'est un bimestriel, un magazine, mais après, vous avez un poster qui a donc été réalisé par un excellent auteur. Voilà, donc je vous invite à vous intéresser à Octopus, précis artistique des mots de bouche. Il y a aussi un site internet, donc vous pourrez le consulter. Voilà, c'est mon coup de cœur. Dès qu'un cactus, j'adore. Mon cher Québécois. Quand on pense aux Québécois qui, dans la chanson, qui sont connus en France, bon, on pense souvent à Garou. Heureusement, il y a d'autres choses. Ça, c'était la portion éditoriale. Ça, c'est fait. Loud, c'est un rappeur qui est présent depuis plusieurs années sur la scène québécoise. C'est vraiment un des phénomènes les plus intéressants du rap francophone des dernières années. On sait que traditionnellement, le rap francophone au Québec, en fait, le rap francophone a beaucoup inspiré les rappeurs au Québec. On n'a qu'à penser à I.Am il y a quelques temps. Mais là, il y a heureusement, un retour du balancier. Et donc, Loud commence à faire parler de lui de plus en plus en France avec un rap franglais très typique de la scène montréalaise. Il y a un clip qui s'appelle 56K qui a été vu des millions de fois. Et la grande majorité des vues de ce clip-là l'ont été à l'extérieur du Québec. Pascal Bourgault. Alors moi, mon coup de cœur est beaucoup plus traditionnel. Il s'appelle la Foire du Livre, parce que chez nous, on dit la Foire du Livre et non pas le Salon du Livre, qui se tiendra à Bruxelles du 22 au 25 février. Alors, le thème, c'est sur la route. Donc, vous imaginez, ça ouvre beaucoup de possibilités. Et la présidente d'honneur, c'est Asli Erdogan. Elle a eu beaucoup de problèmes parce qu'elle est romancière critique avec le régime. Et donc, voilà, c'est notre présidente d'honneur. Merci à tous. Voilà, merci à tous. Le seul coup de cœur que j'aurai, c'est un petit coup d'œil, parce que vous savez que j'adore nos camarades qui viennent du monde entier pour travailler. Chaque fois qu'ils arrivent à Paris, leur grand bonheur, c'est souvent d'aller au restaurant, parce que nous avons des activités culturelles qui les passionnent, mais il y a aussi la volonté d'aller dans les restaurants français. Ça fait partie de l'activité culturelle. Comment ne pas parler de Paul Bocuse, qui nous a quittés, qui est le monstre de la gastronomie française, tout le monde connaît. Cette cassolette d'écrevisses que le monde entier nous envie. C'était un type inouï. Salut, ciao et à bientôt. C'est pas tant l'argent qui nous intéresse, autant qu'est-ce que le montant symbolise. Mon boy est déjà rendu beaucoup trop loin, crois-moi, y a plus rien qu'on peut faire pour lui. Par la gloire ou par la guerre, un jour on l'aura notre table promise. On vivra à jamais dans les livres d'histoire ou dans les dossiers d'archives de la police. Quand tu allais, on revenait, demain c'est loin, on est déjà là-bas. Il parle déjà d'album de l'année, pour nous c'est juste l'année de l'album. Tu nous envoyais des flèches dans tes morceaux, aujourd'hui tu voudrais qu'on collabore. Si tu voulais vraiment recoller les morceaux, fallait pas respirer la colle à bois. Ah, là-bas, rouler jusqu'à la banque, voler jusqu'à là-bas, toute mon équipe sous les parasols. Mon seul regret dans cette vie restera d'avoir eu qu'une seule vie à pouvoir donner à la cause. Mais c'est pas ma faute, je suis incorrigible, que des OG dans mes origines. Funérailles en